Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous allons, Bonjour. nous allons démarrer ce webinaire. Les dernières personnes sont en train de se connecter. Je vous remercie tous de votre participation à ce webinaire autour des enjeux du bien-être et de la qualité de vie au travail. Je me présente pour commencer. Donc, je suis Sabrina Younsi, DUT, Senior Manager au sein du cabinet Webstone, cabinet français qui est spécialiste de la transformation des entreprises et des organisations. Et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc le webinaire est intitulé « Bien-être et qualité de vie face à la crise Covid-19 vers des organisations plus conscientes ». Je vois que nous sommes déjà nombreux à être connectés. Merci beaucoup. Je vous signale que le webinaire sera enregistré pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu participer à celui-ci de pouvoir le visionner plus tard. Alors, pourquoi nous avons décidé d'organiser ce webinaire? Depuis plusieurs mois maintenant, nous traversons une crise inattendue, une crise sanitaire, qui a engendré de nombreux et de profonds changements dans notre façon de travailler et d'envisager le travail. Les directions des ressources humaines ont été contraintes rapidement à prendre des décisions, à mettre en place des mesures dans la précipitation et de mettre en place des nouveaux dispositifs de travail pour appréhender au mieux la situation, sans y être vraiment préparé, je le disais. Et donc, après presque 2 mois de la fin du confinement maintenant en France, nous avons souhaité nous arrêter un moment, prendre une petite heure pour prendre du recul sur la situation et faire le point sur les enseignements à tirer et mettre en lumière les champs d'action possibles pour demain au lendemain de cette crise. Donc la crise du Covid-19 a été un passage difficile à tous les niveaux, mais il faut pouvoir l'envisager aussi comme une opportunité de remettre en cause nos certitudes sur tout ce qui touche au travail et tout ce qui touche à nos pratiques professionnelles. Et donc, pourquoi pas, l'occasion aussi pour nous tous d'innover et de redessiner les contours de la fonction RH, ressources humaines. Je suis donc aujourd'hui accompagnée, dans le cadre de ce webinaire, de 3 intervenants qui seront là aujourd'hui pour croiser leurs regards. Yannick Pelletier, directeur des ressources humaines de Schenker France, entreprise leader en logistique et chaîne d'approvisionnement. Vous étiez auparavant DRH d'Intermarché Logistique. Ida Génary-Elichéry, docteur en psychologie du travail et des organisations, diplômée de l'Université Paris-Descartes et coach certifié HEC. Vous êtes fondatrice du cabinet Psy & Co Développement et vous êtes également enseignante au sein du master de psychologie du travail et ergonomie à l'Université de Paris-Nanterre. Claude Baudot, partenaire au sein du cabinet Webstone, dans une practice qui s'appelle People and Change. Vous êtes également coach certifié et vous avez créé et dirigé pendant 10 ans le master management des organisations à l'université de Jean Moulin Lyon 2 et vous accompagnez aujourd'hui des dirigeants et des équipes dirigeantes dans différents secteurs, que ce soit dans les entreprises ou dans le secteur public. Merci à tous les 3 d'avoir accepté ces regards croisés qui vont s'articuler autour de 2 grandes thématiques. La première, quels enseignements du confinement pouvons-nous tirer sur les difficultés et bienfaits d'un mode de télétravail qui a été généralisé? Deuxième thématique, en quoi ces enseignements nous questionnent-ils, nous tous, sur le travail de demain? Et enfin, on prendra un petit temps pour évoquer et répondre aux questions que pourraient se poser les participants à ce webinaire. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter les uns et les autres à poser vos questions dans le fil de discussion. On aura l'occasion d'y répondre en fin de webinaire. Alors, les enseignements, pour revenir un peu dans le détail de chacune de ces thématiques, la première thématique sera l'occasion pour nous de revenir sur les actions mises en place pour limiter les risques, sur la santé, la sécurité au travail, mais aussi maintenir le lien et le lien entre les collaborateurs et le rapport à l'entreprise. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur ce qui
dans le travail distribué tel qu'il a été connu, re-questionne aussi sur le sens du collectif, le sens du travail, et on pourra effectivement discuter collectivement sur les nouvelles pratiques et postures qui émergent aujourd'hui et qui pourraient émerger dans les prochains mois, les prochaines années. Donc nous vous invitons donc à découvrir donc, pendant cette heure, sous la forme de regards croisés, ces deux thématiques. Je remercie d'ores et déjà donc les participants à cet événement et je vous invite à découvrir la première thématique qui concerne les enseignements du confinement. Mais avant cela, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons poser une question à nos trois experts. Quelle est l'impression, l'image que vous retenez particulièrement de cette période que nous venons de vivre? Ida, je vous laisse la parole. Alors bonjour à tous et merci à Webstone pour votre invitation. Alors quand vous m'avez posé cette question en préparation du webinaire, je vous ai proposé cette image que je crois va apparaître à l'écran. Donc cette photo, je l'ai partagée plusieurs fois pendant le confinement. Donc ce bâtiment un peu austère au volet fermé sur lequel est peint Together We Create. Parce que, comme vous l'avez dit, on a vécu une période plus ou moins facile, voire plus ou moins difficile. Et en même temps, moi, j'ai été au contact pendant toute cette période-là, par visioconférence, avec des équipes et des dirigeants. J'ai animé des co-développements hebdomadaires et j'ai pu entendre une capacité créative, une opportunité comme vous le disiez tout à l'heure, de remise en question de nos certitudes, de nos façons de travailler avec une agilité qui était quand même extraordinaire. Et donc, on a sans doute beaucoup créé et il y a encore sans doute beaucoup à créer et à partir notamment des enseignements qu'on va partager en partie aujourd'hui. Donc voilà, si j'ai envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui, c'est cette image que je garde. Merci beaucoup, Ida. Yannick, je vous passe la parole. Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous tous pour participer à ce webinaire. Alors moi j'aime un lieu plus que tout qui s'appelle la mer. Donc quand vous m'avez posé cette question-là, tout de suite deux images en fait me sont venues. J'ai un peu dérogé à la règle, vous m'en voudrez pas. La première, c'est effectivement, là nous avons été un équipage à bord d'un navire à traverser une très très longue tempête. Et finalement, à la découverte, non pas d'un nouveau monde, mais peut-être d'une nouvelle réalité. Et en fait, la dichotomie de ces deux images, c'est un monde un peu ancien, avec des techniques de navigation anciennes, et en dessous, vous avez la dernière technologie qui existe en matière de bateaux. Et effectivement, on est passé, sans doute, de modes de management à l'ancienne, avec des modes très très nouveaux, qui renvoient à la capacité qu'on a à se réinventer, même en situation de crise. Très bien. Claude, vous êtes le dernier à partager votre image impression. Voilà, donc l'image va apparaître. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Alors moi, j'ai choisi cette image d'une caissière de supermarché. Donc, pendant le confinement, on a beaucoup parlé des soignants, évidemment, hein. Et il y avait aussi tous les gens qui ont été en première ligne, donc les gens qui ne pouvaient pas télétravailler, puisqu'on parlera quand même pas mal de télétravail, mais qui ont été là pour faire en sorte qu'on puisse se nourrir, qu'on puisse recevoir des colis, qu'on puisse avoir un certain nombre d'actions dans la vie de tous les jours, aller à la pharmacie, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai rencontré la première fois une caissière en allant faire mes courses, qui nous recevait, comme beaucoup, on l'a remercié. On lui a dit merci d'être là et de pouvoir faire en sorte que le pays continue à tourner. Donc, cette image était très forte, il me semble, pendant cette période de confinement. Tout à fait. Merci à tous les trois pour ces trois images pleines de sens. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et donc de la première thématique. Quels enseignements du confinement sur les difficultés et bienfaits d'un mode de travail généralisé? Je vous poserai la question directement à vous, Yannick, pour commencer. Vous, DRH,
vous avez été en première ligne. Quelle était votre position sur le télétravail au départ? Quelles ont été les actions que vous avez mises en place très rapidement, et notamment le premier jour du confinement? Alors, en premier lieu, Schenker, c'est une entreprise de transport qui a des activités dans le domaine de la route, de l'aérien, du maritime, de la logistique. On a 6 000 collaborateurs en France et un peu plus de 75 000 dans le monde. Alors effectivement, quand on se rappelle les prémices de la crise et le premier jour du confinement, je me souviens, nous étions en COMEX. Et rapidement, la question s'est posée, qu'allons-nous faire? Qu'allions-nous faire? Et finalement, la décision de maintenir et de poursuivre notre activité, malgré cet épisode de crise Covid-19, elle s'est imposée assez naturellement. Et une fois qu'on a eu pris cette décision, on avait finalement 2 problématiques à gérer. La première qui a été de maintenir nos agents de quai et nos conducteurs en activité dans un contexte de travail qui, à l'époque, était totalement anxiogène. Et la seconde, ça a été effectivement de basculer près de 1000 personnes pour lesquelles nous n'avions jamais imaginé que ça pouvait être possible de faire du télétravail, de les basculer chez eux. Ça concernait les itinérants, les managers administratifs, les commerciaux, et d'être finalement en télétravail 5 jours sur 7. Et je voudrais aussi ne pas oublier les salariés qu'on a mis en chômage partiel et qui sont restés à la maison sans travailler, pour lesquels cette période a été plus que difficile. Et finalement, les retours qu'on a eus sont parfois très diversifiés dans leur retour. En fait, depuis 2 ans, au sein de chez Schenker, nous avions engagé une profonde réflexion sur la qualité de vie au travail, sur la gestion de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, ainsi que tout ce qui pouvait être de l'ordre de la motivation au travail à travers des dispositifs soit collectifs ou individuels. Alors, ce travail d'étude, ce travail d'enquête, ça s'est conclu au sein de l'entreprise par un accord d'entreprise avec les syndicats, sur lequel on avait voulu à la fois travailler sur des dimensions collectives et individuelles, et vous verrez pourquoi le lien après. Alors ainsi, dès qu'on a pris la décision de poursuivre l'activité, on a découvert un mode agile de gouvernance. Et c'est intéressant de se dire que l'agilité d'une entreprise est un concept qu'on recherche bien souvent, et là on a été contraint finalement d'être en mode agile. Il a fallu effectivement s'adapter à un contexte anxiogène, à un contexte juridique accéléré. Je ne compte pas les dizaines de textes qui sont parus en quelques jours sous forme de questions-réponses, d'ordonnances, de lois et autres. On a passé énormément de temps à comprendre et à essayer de mettre en œuvre ce qui était préconisé par les pouvoirs publics. Alors, je pourrais presque dire avec une rapidité qui défie toutes les théories sur la gestion du changement. Les modes de travail ont été modifiés dans les entrepôts, ont été modifiés pour nos conducteurs, et bien pour assurer leur protection, puisque ça c'était l'essentiel, et ont été modifiés aussi pour les gens qui étaient en télétravail. Alors si on fait un focus sur le télétravail, je dirais que c'est pour ça que ça fait le lien avec l'image que je vous ai donnée, c'est les salariés ont découvert une nouvelle réalité. Par des choses totalement simples, fallait emmener son PC, son écran, son matériel à la maison. On a découvert le travail par téléphone, on a découvert le travail en visio, en one-to-one, en réunion d'équipe collective. Une chose qui a été encore plus peut-être difficile, ça a été un travail 100% dématérialisé, parce que la plupart des salariés qui sont partis travailler en télétravail n'ont pas d'imprimante à la maison. Donc il fallait tout faire en dématérialisé, ce qui n'est pas forcément simple dans des fonctions administratives. Et puis il a fallu gérer la contrainte du contexte de crise, le confinement, l'organisation du rythme de travail à la maison, l'organisation du rythme familial. Toutes ces choses-là, c'est des choses que beaucoup de nos salariés ont découvert. Et puis, je dirais que dans les choses qui nous ont été le plus remontées, c'est l'absence de la rupture du sas de transition. Ce que j'appelle la rupture du sas de transition, c'est quand vous quittez le travail, vous rentrez chez vous, vous prenez le transport collectif ou vous prenez la voiture, vous avez plus ou moins de temps, vous écoutez de la musique, mais vous avez quelque chose qui se passe durant cette période. Et cette période, elle n'existe pas à la maison. Vous vous levez de votre table et vous allez dans votre cuisine, vous l'avez fait en moins de 10 secondes, et il n'y a pas cette rupture. Si on fait un focus sur les managers, je dirais que les managers, il a fallu s'adapter à des nouvelles méthodes de management,
à distance, c'est pas des choses qu'on avait travaillées, c'est pas des choses qu'on a imaginées. Et pourtant, ce qui était essentiel, et on le sentait bien, c'était de maintenir un lien social, de maintenir un lien avec les équipes. Alors finalement, première conclusion que je pourrais faire à ce stade, c'est comme toute nouvelle découverte, le danger, à mon sens, il est peut-être une idéalisation du monde d'après. Parce que si les salariés ont mis en évidence des vrais gains au télétravail, je pense à des aspects de vie personnelle, de temps gagné dans les transports, pour même certains de valeurs écologiques, je me pollue moins puisque je ne prends plus ma voiture. Il y en a d'autres qui ont quand même évoqué de vraies difficultés, de perte de lien social, de complexité à manager le travail et la vie familiale, d'isolement et ainsi de suite. C'est vraiment des choses qui nous sont remontées. Et c'est le premier bilan que je tirerai de cet épisode de télétravail que nous avons mis en place chez Schenker à grande échelle en quelques jours. Très bien. Merci Yannick. Ida, beaucoup d'études ont été faites sur le sujet depuis le début du confinement. Je citerai notamment l'étude Terra Nova du 29 avril, qui est une étude assez récente et qui mettait bien en évidence l'aspect gagnant-gagnant, employeur-collaborateur de ce nouveau mode d'organisation. Vous, en tant que docteur en psychologie du travail et des organisations, que retenez-vous comme grand enseignement? Alors en effet, oui, peut-être quelques données. Les études commencent à sortir et en préparation de ce webinaire, je suis allée rechercher notamment une étude universitaire interentreprise qui est en cours en fait par l'université de Turin, de Lyon 2, de Nanterre et de Haute-Alsace. Alors déjà, les personnes qui ont répondu au questionnaire, elles étaient déjà 37% à avoir déjà télétravaillé, ce qui est beaucoup plus que le pourcentage de télétravailleurs en France avant le confinement. Terra Nova nous dit que en France, on était qu'autour de 3%, donc c'est vraiment très peu. Mais bon, là, les personnes qui ont répondu étaient en partie des personnes déjà habituées au télétravail. Mais à noter que 79% de ces personnes-là n'ont pas eu de formation en fait au télétravail. Donc ni du côté des managers, ni du côté des collaborateurs. Et on va voir en quoi ça peut réellement influencer aussi la qualité du travail à distance et la facilité aussi d'adaptation que les personnes peuvent avoir quand ce mode de travail-là est adopté. D'un point de vue technique, ça c'est aussi assez intéressant, 73% disent que c'est OK sur les outils et que les connexions globalement se sont bien passées à 68%. Donc on peut dire que techniquement, bien sûr, on peut améliorer ces chiffres, mais ça fonctionne plutôt bien. En revanche, et ça rejoint ce que vous disiez Yannick, sur à la fois quelque chose d'un peu ambigu, c'est-à-dire que 30% disent l'alliance pro-perso, ça n'a pas été toujours facile. Une certaine difficulté à couper les liens, notamment pour les femmes. Et je pense que la question des femmes, on pourra peut-être pas beaucoup développer aujourd'hui, mais ce sera une vraie question si jamais ce mode de travail ou que des contraintes sanitaires devraient nous être réimposées à l'automne notamment. Mais voilà, on a quand même une population là qui a beaucoup exprimé la surcharge cognitive qui était déjà présente et qui a donc été accentuée par le confinement. Et ce que vous disiez Yannick, en effet, qui revient aussi dans l'étude Terra Nova et dans cette étude universitaire, quelques sentiments d'isolement, de fatigue et de stress. Alors, il faut quand même dire quelque chose sur le télétravail en période de confinement, c'est que c'est quand même très différent du télétravail en situation normale. On a été là dans un mode de travail qu'on peut appeler un mode de travail dégradé. Le télétravail organisé en temps habituel n'est pas un temps où on gère en même temps l'école à la maison, le repas pour toute la famille, la gestion de toutes les personnes présentes dans un même lieu, la difficulté à avoir un endroit pour s'isoler. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose qui a été expérimental et dans des conditions dans des conditions complètement dégradées. Alors ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, on a quand même 58% des répondants qui disent vouloir poursuivre le télétravail. Donc, je trouve que c'est vraiment, là, on est vraiment sur la jonction entre risque et opportunité, c'est-à-dire qu'on sent bien que c'est quelque chose de pas forcément simple à mettre en place. On pourra en reparler après, mais par exemple, la formation est vraiment une clé en fait pour améliorer les conditions du télétravail. Et on sent une opportunité aussi
de pouvoir mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la flexibilité, de la souplesse, où les personnes passent moins de temps dans les transports, vous l'avez dit aussi Yannick, mais voilà, tout ce temps qu'on passe à l'extérieur et qui peut être réinvesti autrement. Et on voit par là aussi, du coup, comment la question du sens du travail, du sens de la vie de manière plus globale a été aussi investie pendant cette période de confinement. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire, la question du sens, elle émerge et elle réémerge quand même depuis quelques mois, voire quelques années. Et je vais terminer là-dessus, mais simplement voir toutes les premières pages de journaux sur l'orientation professionnelle, et voilà. Et puis la littérature qui se vend aujourd'hui est une littérature qui introspecte la question du sens. Donc je crois que là, voilà, on a quelque chose vraiment de très intéressant à travailler et qui sera une opportunité de remodeler nos modes de travail collectivement. Merci Ida, merci beaucoup. Claude, vous avez entendu ces deux témoignages. Est-ce qu'ils convergent, est-ce qu'ils vont dans le sens de ce que vous constatez vous-même en entreprise lorsque vous accompagnez des dirigeants ou des équipes dirigeantes? Oui, alors il y a des choses qui convergent. D'abord, bravo à Yannick et à toutes ces équipes de ce qui a été mis en place aussi rapidement avec tant de flexibilité. Alors, ça converge sur un certain nombre de points, bien évidemment. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette période, comme l'a très bien dit Ida, il faut faire attention, on n'est pas dans un télétravail normal. On a été dans un télétravail qui est arrivé dans le contexte que vient de préciser Ida. Donc, il faudra en tenir compte pour la suite. Dans ce qu'on a vu, déjà, c'est une période qui a permis de révéler un certain nombre de gens et d'organisations. Il y a des gens que l'on ne soupçonnait pas dans la hiérarchie qui ont pris des initiatives, qui ont fait un certain nombre de choses, qui ont permis le lien social, qui ont permis un certain nombre d'actions, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. À côté de ça, il y a toute une strate du management, voire un certain type d'organisation. Si on compare différents, par exemple dans la sphère publique, différents types de ministères, il y a des 6 ministères qui ont toujours été présents du début à la fin, il y en a qui ont plus ou moins disparu, jusqu'à même carrément disparaître à hauteur de 30 ou 35% de leur effectif, sans apporter la réponse que souhaitait avoir le citoyen. Donc ça va poser d'autres questions aussi d'impact, c'est-à-dire qu'on a bien vu que la flexibilité était nécessaire, le sens du devoir était nécessaire, qu'on soit dans l'entreprise publique ou privée, et quand ces deux éléments n'étaient pas présents, il y a des corps qui ont disparu complètement, quoi. Donc, ça interrogera les moyens à mettre en œuvre pour l'avenir, pour fonctionner. Autre élément sur lequel on peut échanger, c'est que les gens, comme dans les équipes de Yannick, qui ont continué à travailler sur site, ont été présents. On l'a bien vu au moment de la reprise, il y a des gens qui ont été en télétravail, il y a des gens qui ont été présents, il y a des gens qui ont été en activité partielle. C'est des gens qui n'ont pas le même sentiment d'avoir vécu les mêmes choses pendant cette période. Il va vraiment falloir en tenir compte, soit en termes de mode de rémunération, soit en termes de temps de travail. J'ai écouté ce matin, là à midi, aux informations qu'il y a des entreprises qui n'avaient pas télétravaillé allaient passer certainement, enfin pour les gens qui n'avaient pas télétravaillé, plutôt passer aux 32 heures qu'aux 35 heures, payer 35 pour trouver un mode de récompense. Il va bien falloir regarder ces éléments-là. Les gens qui ont été en activité partielle à 100%, on a bien vu que ces populations-là, y compris dans nos équipes, Sabrina, sont fortement impactées au niveau psychologique. Je sers à quoi, je fais quoi, pourquoi je suis là, comment je vais m'en sortir, et ainsi de suite. Donc, en phase complètement avec l'ensemble des interventions, en prenant en compte ces quelques éléments. Merci Claude. En vous écoutant, vous avez les uns et les autres évoqué la question de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, enfin la différence et la frontière qui peut exister entre l'espace de vie et l'espace de travail quelque part. Et donc les risques psychosociaux que cela peut revêtir. Et j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, et la même. Quels sont les impacts du télétravail sur l'organisation du travail, donc sur le travail lui-même, et justement sur cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Claude ou Yannick plutôt. Yannick, est-ce que vous pourriez évoquer quelques éléments de réponse sur cette question ?
Alors, cette question, effectivement, elle est, et ce qu'a dit Claude a beaucoup d'importance sur le sens au travail, parce que on a bien compris, on va dire à partir de la période de déconfinement, qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle l'école bleue, qui effectivement était restée sur site, et l'école blanche qui était en télétravail. Pour autant, quand on parle effectivement de risques sociaux, je voudrais juste dire, le choix qu'on avait fait aussi, c'était justement d'accorder une individualisation de la crise, c'est-à-dire que si on avait des cols bleus qui, pour des raisons de santé physique, ou soit d'une très très forte anxiété, ne souhaitaient pas travailler, on leur a laissé ce choix de se mettre en retrait. Et pour autant, je dois dire que cette population que l'on a accompagnée avec des moyens physiques, des moyens de protection, des moyens d'adapter de fonctionnement, a montré un professionnalisme assez incroyable. On en a été tous stupéfaits, et je crois que c'est là la valeur du sens, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté collective de dire il faut assurer la continuité de service dans le transport pour effectivement livrer des pharmacies, des hôpitaux, des hôtels, des tas d'entreprises qui continuent à fonctionner. Et ça a vraiment donné un élan assez étonnant. Ce même élan, on l'a finalement aussi retrouvé chez l'école blanche, chez les administratifs, mais bien évidemment, quand on les interroge aujourd'hui, avec un vécu un petit peu différent. Et en termes de risques psychosociaux, le télétravail est devenu la règle, et comme l'a dit Ida, à 5 jours sur 7, donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais là, rapidement aussi, durant toute la période de confinement entre le mois de mars et le 10 mai, on a quand même un certain nombre de gens qui nous ont demandé à revenir sur site. Et on s'est effectivement là aussi adapté, c'est-à-dire qu'on a commencé, avant même les règles, qu'elles ne soient édictées, à aménager les locaux pour pouvoir accueillir ces personnes qui nous disaient ne pas pouvoir ou ne pas vouloir continuer à faire du télétravail pour différentes raisons. Alors, ce qu'on a observé justement dans les difficultés qu'ont rencontré les salariés, c'est des trucs très très concrets. C'est je ne sais pas comment organiser mon espace de travail à la maison. Et Ida disait, la formation, oui, on n'a pas expliqué, on a dit aux gens, vous partez avec l'ordi et vous travaillez chez vous, mais c'était pas naturel de le faire. La question de la gestion des heures de travail reste un vrai souci. On a vu des gens avoir le PC à côté et rallumer le PC à 22h, 23h et à se mettre à travailler à des heures totalement incongrues, sans doute liées peut-être à la gestion de crise, le stress, l'anxiété, j'en sais rien. Le fait de travailler à distance a fait disparaître, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort très très fort, a fait disparaître les temps faibles. Les temps faibles dans l'entreprise, c'est on va à la machine à café, on se croise dans le couloir, on se raconte des choses sur sa famille, on raconte ses vacances, son dîner, je ne sais quoi. Et quand vous êtes en visio, quand vous êtes au téléphone, vous êtes dans un rythme de travail extrêmement productif finalement, parce que vous ne vous autorisez pas ces temps faibles. Alors peut-être qu'il faut les inventer, il faut les trouver, il y a sans doute un super boulot à faire sur ce côté-là, mais il y a quelque chose à faire. Et puis je reviens toujours à la problématique des managers. Quand on a dit à des managers, vous allez faire du management à distance, pour eux ça a été mais pas naturel du tout. C'est comment ça se fait. Et il a fallu qu'on impose un certain nombre de choses. Et sur cet aspect de risque psychosocial, la dernière chose qu'on a identifiée, c'est effectivement le retour au travail. On a un certain nombre de gens qui ont travaillé là pendant plusieurs semaines chez eux, un certain nombre de gens qui ont été chez eux en chômage partiel, à qui on demande aujourd'hui de revenir. Et là, on a instauré, nous, ce qu'on a appelé un entretien de retour. On est persuadé qu'il faut effectivement avoir ce temps avec les salariés pour expliquer ce qui s'est passé dans l'entreprise, écouter ce qui s'est passé chez eux, pour pouvoir effectivement les réintégrer sereinement dans l'entreprise, même si on sait qu'il y en a pour lesquels ça va être difficile. Merci Yannick. Ida, je vous permets, enfin je vous pose la même question. Hein. Quels impacts sur cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Alors c'est vrai que c'est à regarder de près, mais encore une fois, les données sont vraiment très encourageantes sur la formation et quand on forme les personnes et qu'on se met d'accord sur des modes de fonctionnement,
eh bien à distance, ça marche très bien. Le niveau de satisfaction des collaborateurs augmente, les attentes sur les objectifs professionnels sont connues et partagées, la conciliation pro-perso augmente aussi et le sentiment de pouvoir récupérer augmente aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup cette idée de créer des espaces de parole où on peut parler sur le travail et sur la manière dont on travaille ensemble et où on instaure aussi en effet des temps morts. Je rejoins complètement Yannick, hein, je pense que ça a beaucoup travaillé en fait, ça a beaucoup travaillé avec ce temps un peu ininterrompu entre le pro et le perso. Alors, quelque chose peut-être quand même à avoir en tête sur les données qui sont connues aujourd'hui, il y a une étude intéressante qui a été faite par la Fondation Pierre de Nicker en 2018 sur les risques psychosociaux. On est sur quelque chose sur lequel c'est intéressant d'être attentif, à prendre en compte d'un point de vue de la santé publique parce que les chiffres révèlent quand même des choses qui se passent, hein. On a 22% des actifs en France qui présentent des souffrances psychiques. Donc on est au-delà de quelque chose qui est d'ordre individuel. C'est intéressant de réfléchir à comment nos systèmes aussi influencent et jouent sur nos fonctionnements psychiques. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête, mais c'est pas une fatalité. Et il y a au moins 3 facteurs sur lesquels on peut vraiment travailler. Et là, c'est avec les managers et les collaborateurs. C'est la question de veiller à ce que les personnes ne soient pas isolées. C'est-à-dire que le soutien social, mais c'est une question qui se pose aussi quand les personnes sont en présentiel, mais vraiment d'assurer un soutien social entre les équipes et entre les managers et les équipes. Donc, que le management, et vous le disiez dans le titre, hein, comment le management devient conscient, c'est-à-dire devient un vrai métier de la relation, de l'accompagnement, de l'engagement et celui qui rassemble autour du projet et qui assure en fait bien le fait que les personnes ne s'isolent pas. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est vrai sur site et c'est vrai en distanciel. Veillez aussi au fait que, et ça peut paraître être un paradoxe, mais qu'en même temps, les personnes gardent de l'autonomie. Le manque d'autonomie est aussi un facteur de risque. Donc, c'est un jeu subtil hein, pour les managers d'à la fois assurer une gestion collective et une présence, et en même temps de pouvoir laisser aux personnes leurs pleines compétences, leurs pleines capacités, leurs pleines responsabilités. Et le dernier point, c'est l'analyse de la surcharge de travail. Donc, c'est vraiment de peut-être travailler encore plus sur un travail à distance, sur un management qui serait un management à l'objectif, un management au projet, plutôt qu'un management à la tâche, et de pouvoir discuter en permanence dans un mode agile qu'on a évoqué là, sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a pu progresser, quels sont les retours qu'on doit faire sur ce qu'on a pu travailler, comment est-ce qu'on réajuste les objectifs pas à pas, etc. Donc vraiment ce mode agile, qu'en effet, ça me parlait vraiment, Yannick, quand vous disiez qui jusque-là, c'était un concept, pas que un concept, on l'a aussi mis en place, mais parfois c'était un peu difficile. Là, on l'a expérimenté en grandeur nature et on voit que ça fonctionne aussi, quoi. C'était le fait de pouvoir fonctionner en essai-apprentissage au niveau individuel et au niveau collectif. Donc pour moi, ce sont des points sur lesquels on peut vraiment jouer. On a aussi des chiffres pendant le confinement qui montrent que ces risques psychosociaux, ils ont augmenté, donc il faut faire attention. Mais encore une fois, voilà, c'est pas une fatalité, il y a vraiment des actions à mener qui sont possibles et la preuve en est avec les témoignages de terrain qui sont là. Merci beaucoup Ida. Je laisse Claude terminer sur cette première thématique et de répondre à cette question. Et puis je vous propose de passer ensuite à la seconde thématique pour respecter le timing fixé. Donc, comme je suis d'accord avec nos 2 intervenants, on va être agile. On va passer directement à la deuxième grande thématique. Là. Merci Claude. Donc merci à tous pour ces retours d'expérience et ces éclairages sur les enseignements. Je vous propose donc là de passer à la deuxième thématique. En quoi ces enseignements questionnent-ils sur le travail de demain, hein. On a commencé à esquisser déjà quelques leviers d'action possibles. Je vous propose donc de faire ce travail de projection dans le futur, hein, en vous posant à vous d'abord, Yannick, cette première question. Vous évoquiez tout à l'heure hein, le fait que le rapport au travail changeait et que demain,
vous alliez finalement repenser l'expérience collaborateur dans votre entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors oui, comme on l'a dit, ce qui pouvait sembler impossible il y a quelques semaines s'est révélé tout à fait possible. Donc la question de l'expérience collaborateur sur laquelle on réfléchit depuis un certain temps, elle prend une autre dimension puisque cette expérience collaborateur, on l'a vécue. On a vécu quelque chose de collectif, d'incroyable. À la veille du déconfinement, on a fait une enquête en interne, en ligne, pour tous les cols blancs, pour leur demander un petit peu d'informations. Et simultanément, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans ce sens du télétravail pour un certain nombre de métiers. Donc, on a ouvert aussi des négociations avec les partenaires sociaux pour mettre en place un accord. Alors, l'accord, il va contenir les obligations légales, donc, comme on a besoin dans tout accord, mais en fait, il va falloir aller au-delà en matière d'accompagnement. C'est ce que disait Ida, si on ne veut pas tomber dans des risques psychosociaux majeurs. Et alors là, on a fait tout un groupe de travail et on essaye d'aller sur des choses très très concrètes, du type, on souhaiterait que chaque collaborateur souhaitant faire du télétravail puisse faire une auto-évaluation des conditions dans lesquelles elle pourra le faire, et qu'elle fasse aussi, cette personne, une auto-évaluation des capacités à le faire ou pas. Parce qu'effectivement, le télétravail demande de l'organisation matérielle, mais aussi demande une capacité d'autonomie à développer. Donc cette introspection, ça peut permettre d'accompagner cette mise en situation de télétravail. Et puis on va faire la même chose avec les managers qui fassent cette même évaluation pour essayer de sentir et de mesurer les besoins d'accompagnement qu'il va falloir mettre en place et les besoins de formation derrière. L'autre chose concrète, c'est on reste persuadé de deux choses. La première, il faudra instaurer des bilans d'étapes. Alors certes, pour mesurer peut-être l'efficacité de la productivité au travail, mais aussi pour mesurer le bien-être ou le mal-être qui peut naître de ces situations de télétravail. On a parlé des formations du management à distance, quelque chose à inventer. Et puis je crois qu'il y a des choses qui sont encore plus à inventer. J'appelle ça des rituels. Quels vont être les rituels qu'il va falloir mettre en place pour garder un collectif fort? Parce que c'est à la disparition des temps informels, il faut les recréer autrement. Alors peut-être, l'idée qu'on avait, nous, c'était de dire, il y aura la journée sans télétravail, où forcément, il faudra être en entreprise pour se retrouver au moins une fois par semaine. Et en fait, je voudrais insister dans la réflexion que l'on a sur un aspect ce que j'appelle la dichotomie entre le changement qu'induit le télétravail dans nos organisations et ce qui se passait avant. Par nature, pour beaucoup de salariés, je pense que la question du télétravail est abordée, est perçue ou est voulue comme étant un avantage, un bénéfice individuel, qui n'est pas contestable. Une contribution à des valeurs écologiques, comme je le disais. Mais je crois que notre enjeu de DRH demain, c'est d'inscrire le télétravail, certes comme une disposition individuelle, mais qui doit s'inscrire dans un collectif. Parce que sinon, on va perdre effectivement cette force du collectif qui pour moi est le premier élément essentiel de la richesse d'une entreprise. Merci Yannick. Notre organisation. Merci beaucoup. Claude, quels sont selon vous les nouvelles pratiques de management, les nouveaux besoins en termes de mode de travail qui émergent aujourd'hui? Alors, je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui ont déjà été dits, et notamment par Ida. Mais, premier élément, il va falloir redonner le sens et la finalité de pourquoi on travaille et qu'est-ce qui fait qu'on travaille, quoi. Et pas simplement on travaille pour que l'entreprise soit performante, ça c'est un élément, mais on travaille, les gens se sont interrogés pendant le confinement. Pourquoi on travaille? Pourquoi on se déplace? Pourquoi on fait 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir? Quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi d'un coup des choses qui étaient hyper importantes, on les a plus fait et puis ça n'a pas changé la vie de personne? Et l'entreprise, elle a été autant productive, voire même plus. Le pouvoir, en fin de compte, à travers cette période, il a pas changé de main, mais il a été distribué différemment. On a eu moins de verticalité, on a eu plus de choses à plat, et les gens qui devaient contribuer ont contribué. Donc, finalité, sens.
il va falloir aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont éclatés, entre guillemets, pendant cette période. Je fais des guillemets parce qu'on ne pouvait pas s'éclater avec ce qui se passait au niveau santé, et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ont aimé cette période, qui ont eu du temps pour faire des choses, qui ont eu du temps pour retrouver leur famille, qui ont eu du temps pour refaire, alors pas forcément du sport dehors, mais pour refaire du jardin. Il paraît-il que les Français se sont mis à faire du jardin. Bon, pour faire un certain nombre de choses. Donc, les gens, ils ont besoin au jour d'aujourd'hui, je pense, de s'éclater. S'éclater dans le travail, mais s'éclater aussi autour du travail. Et puis, je m'étais amusé à prendre quelques mots. On a vu qu'on leur demandait de prendre plus d'autonomie. Donc, c'est vrai que le mot, c'est plutôt, on a besoin d'eux, ils ont des envies plutôt d'entreprendre qu'exécuter. Hein, ça, c'est clair. Ils ont plutôt besoin d'agir que de s'agiter. Hein. Il y a un certain nombre de fois dans nos organisations, on s'agite, quoi. On brasse, on fait des trucs, on fait des machins. On n'a pas de finalité. Par contre, si on agit, on sait pourquoi on agit, on est plus percutant. La responsabilisation et l'autonomie, ça va à l'encontre de suivre des procédures à tout crin. Les procédures, elles ont volé en éclats pendant ce confinement, toutes choses égales par ailleurs. Évidemment, il y en a d'autres qui sont venus arriver, il faut des process, mais on s'est aperçu aussi que si on se débrouille, si on se démène, si on trouve des solutions, du moment qu'on arrive à la finalité, qu'on ne mette pas en danger les gens, évidemment, au niveau santé, l'autonomie est plus forte que les procédures et les processus. Donc, tous ces éléments-là vont forcément changer à la fois les attentes des collaboratrices et collaborateurs que nous avons, et vont changer aussi les besoins de management. Merci Yannick. Ida, je vous laisse peut-être compléter, et notamment sur la question du sens au travail. Hein. On voit bien que c'est une notion qui interpelle le collectif aussi. Donc, je vous laisse peut-être répondre à cette question. Oui, et je rejoins vraiment Yannick et Claude. Et en effet, on voit en quoi la flexibilité du travail va être quelque chose qui va apparaître. Peut-être avec cette idée que en effet, pour retrouver du sens, quand on se retrouve, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc, via les rituels, mais aussi via finalement, est-ce que ça ne pourra pas être les moments où on se dit, on se retrouve parce qu'on est ensemble pour créer, résoudre des problématiques, se co-développer ensemble. Voilà, donc réinventer aussi finalement ces temps de là où on peut se toucher, se voir, et puis des temps plus à distance. Mais ceci dit, on peut vivre aussi des expériences extrêmement connectées à distance. Donc ça fera partie aussi peut-être des rituels à instaurer dans nos modes de fonctionnement en réunion Zoom, parce qu'on peut être connecté avec les outils, mais on peut aussi vivre de formidables expériences de connexion d'individu à individu, même s'il y a un écran. Donc peut-être que ça aussi, c'est des choses à découvrir, à apprendre, à tester au fur et à mesure. Mais je pense qu'il y a quelque chose là aussi de l'ordre du collectif, c'est-à-dire que c'est pas moi seulement tout seul derrière mon écran et je viens moi tout seul participer à une réunion. Non, je participe vraiment à un tout. Et d'ailleurs, ça permet des opportunités incroyables d'être relié du coup aux quatre coins de la France sans avoir à se déplacer, à perdre du temps, voire même au-delà, à l'international. Donc voilà, il peut y avoir des choses aussi en termes d'émulation qui peuvent être vraiment intéressantes. Et puis peut-être pour rajouter un point sur la notion de bien-être, puisqu'on le mettait au cœur, et pour avoir été 15 ans dans des grands groupes industriels sur des fonctions RH de direction, je sais que parler du bien-être en entreprise, parfois, on peut passer un peu pour quelque chose qui serait de l'ordre du monde des bisounours. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus, ça me paraît extrêmement important aujourd'hui, de remettre ce que c'est que le bien-être au cœur. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le décrit, et ça concerne finalement chacun d'entre nous. On est bien quand on peut contribuer, c'est-à-dire quand on peut déployer ses compétences. On est bien quand on peut être reconnu pour ce qu'on se fait, et on est bien quand on peut appartenir à un groupe. Donc, on est loin du pays des bisounours, on est loin de quelque chose qui serait de l'ordre de l'individualisme. Au contraire, voilà, quand on peut contribuer, être reconnu pour ça et appartenir, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du collectif et qui peut-être a un sens. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes avant de passer aux questions. Donc, j'ai une toute dernière question à vous poser à tous les trois. Une question pour ouvrir vraiment. Hein, j'avais introduit la séquence 2, enfin la thématique 2, en vous invitant à vous projeter dans le futur. Donc, la dernière question que j'ai envie de vous poser à vous trois, c'est
est-ce qu'il y a des révolutions à mener, des vraies révolutions à mener, tant en termes de pratique qu'en termes aussi de place à accorder à la QVT? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut abandonner, des choses qu'il faut développer? Donc, si on se projette vraiment dans le futur, Ida, je vous redonne la parole. Est-ce qu'on va vraiment sur quelque chose de révolutionnaire? On avait partagé un peu ça en préparation, mais pour moi, le renversement, il est à faire autour de la notion de QVT qui peut-être a été mis en exergue autour de l'environnement de travail, et ce qui est très important, d'avoir des environnements de travail jolis, voilà, pourquoi pas un baby-foot pour passer du temps avec les collègues entre midi et 2, donc tout ce qui va contribuer au fait que ça va être agréable d'être au boulot. Mais pour moi, la transformation, elle est vraiment à opérer à ce niveau-là et à finalement aller vers une qualité du travail et de la vie. Claude évoquait la notion des procédures. Peut-être qu'on est arrivé à un point de bascule là dans nos organisations et dans notre système où la finalité est à réinterroger, nos modes de fonctionnement sont à réinterroger. Et donc pour moi, là, il y a un formidable travail à faire avec la mise en commun du travail des ingénieurs méthodes et des RH, les uns connaissant la technique et comment réaliser finalement la performance et les objectifs, et les autres connaissant le fonctionnement humain et comment amener les uns et les autres à la meilleure contribution. Donc voilà, moi je travaille là-dessus en ce moment, sur vraiment comment aller vers la qualité du travail et la qualité de notre vie, que ce soit au travail ou en dehors. Sabrina, tu es en mute. Je peux. Oui, Yannick, excusez-moi, j'étais en mute. Yannick, si je vous pose la même question. Alors, je vais le faire en grande synthèse. Alors, vous savez, en tant que DRH, les révolutions, on n'aime pas bien, nous. Ça fait toujours un petit peu peur, les révolutions. Donc, on va essayer simplement de gérer des changements, si vous voulez bien. Parce que les changements, ils sont là. Et on voit bien que les entreprises ont besoin de répondre à des attentes nouvelles qu'on n'avait pas, des attentes individuelles, des attentes collectives, des attentes sociétales, environnementales. On a plein de choses qu'on est obligé d'intégrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience collaborateur. Dans le travail de réflexion qu'on a sur l'expérience collaborateur, on peut faire une symétrie avec ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire qu'on va devoir transformer les relations qu'il y a entre collaborateurs et entreprises. Et on a bien vu là une expérience magique à transformer ces relations. On va devoir effectivement travailler sur des pilotages et de gouvernance d'entreprise qui seront différentes et renforcer, comme vous l'avez dit, l'autonomie, l'agilité, toutes ces choses-là. Et puis, il y a quand même quelque chose qui va aussi venir changer le mode du travail. Si c'est ça que vous appelez révolution, c'est toute l'arrivée de la digitalisation. On a expérimenté à grande échelle. Et puis demain, peut-être même l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va venir effectivement modifier les rapports au travail. Et puis, je dirais, la place de la RH là-dedans, c'est quoi? Ça va être effectivement de toujours parvenir à faire à la fois un accompagnement individuel ciblé, à la fois un accompagnement collectif. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'on mette des choses en place du type, oui, assistant psychologique, oui, des choses du type coaching, des choses du type codev, de la méditation, du sport. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des domaines dans lesquels l'entreprise doit s'investir aujourd'hui pour effectivement travailler, comme le dit Ida, à la fois sur la qualité du travail, sur la qualité de vie au travail et sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Merci Yannick. Claude, je vous laisse la parole pour la fin de la thématique 2. Sympa. En même temps, je jetais un coup d'œil aux questions. Et on laissera Michael, évidemment, nous faire la synthèse des questions. Mais alors, pour compléter, et peut-être encore pour aller un peu plus loin et être un peu disruptif, moi, j'ai été assez étonné de voir, parce qu'on a animé un certain nombre de séminaires à distance ou de réunions de cadres à distance ou de reprises préparatoires au 11 mai, que tous les codes pour pouvoir se parler, se dire ce qu'on avait fait le week-end et ainsi de suite, en visio, on arrivait à faire, à mettre en place, à faire même passer des sentiments et ainsi de suite. J'ai regardé aussi fonctionner mon dernier fils pendant cette période-là. C'est vrai qu'ils ont moins souffert du confinement que nous, peut-être. Parce qu'ils ont vraiment l'habitude de mettre, pas du sens, mais de mettre des choses très très près d'eux dans tout ce qui est la communication digitale. Et donc, moi, je me demande si demain, les organisations des entreprises, elles ont vraiment besoin d'être sur le modèle actuel. Ou est-ce que ça ne sera pas plutôt des communautés
de gens qui ont un intérêt à participer au travail d'une entreprise, hein, parce que c'est une communauté. Alors, si on prend un exemple, de gens qui aiment faire du contrôle de gestion, donc ils aiment faire du contrôle de gestion, ils sauront faire du contrôle de gestion, ils parleront entre eux de ces éléments-là, ils se nourriront de cela, ils apporteront une compétence à une entreprise. Leur sens ce sera bien évidemment de travailler autour de leur domaine d'action pour la finalité d'une entreprise. Mais est-ce qu'ils auront vraiment besoin de ce qu'on a connu précédemment, des grandes messes, des grands sens, des grandes procédures, des grands machins, et ainsi de suite, ou pas? Moi, je ne suis pas du tout sûr que demain, on n'arrivera pas encore à plus digitaliser les relations entre les individus. Il y a une question qui posait, mais les gens, le confinement s'est bien passé, la digitalisation s'est bien passée parce que les gens se connaissaient avant. Et donc, c'était plus simple pour se parler à distance. C'est vrai. On a aussi l'exemple de projets internationaux où les gens ne se sont jamais vus entre Inde, Paris, et ainsi de suite. Et les projets marchent plutôt bien. Donc, on a certainement à apprendre des plus jeunes là-dessus, sur comment on va utiliser tous ces outils pour garder les notions que Yannick et Ila ont indiquées, cette notion de sens, cette notion de valeur, cette notion de partage entre nous. Il y a certainement des choses vraiment nouvelles à réinventer. Merci Claude, merci à tous pour vos questions. Hein. On y reviendra, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on en sélectionnera quelques-unes et puis on reviendra vers vous pour les autres réponses. Avant de conclure et donc de passer aux questions-réponses, enfin on peut y passer tout de suite, hein. On va en sélectionner quelques-unes. Mickaël, je te passe la main. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour ces nombreuses questions posées. Alors, il y en a beaucoup très intéressantes. Je vais essayer d'en sélectionner certaines. Depuis le départ, on parle beaucoup du sens au travail, qui a été évidemment questionné, remis en question et j'allais dire secoué. Et on l'a beaucoup abordé sous l'angle, j'allais dire presque individuel. Et il y a une question qui a été posée qui est finalement comment est-ce que les entreprises vont-elles travailler demain sur leur raison d'être en tant que telles et d'une certaine manière, comment est-ce que on va donner envie aux collaborateurs, comment est-ce qu'on va les fidéliser et comment est-ce qu'on va attirer de l'extérieur. Qui souhaite répondre à cette question? Je peux dire un mot, peut-être, en faisant écho aussi à une des questions qui a été posée. Quelqu'un évoquait, Jean-Michel Perrin, vous évoquiez Julia de Funès. Je pense qu'en effet, Julia de Funès a fait une conférence que vous pourrez retrouver sur les plateformes lors d'une convention cadre où elle parlait des processus, du sens justement, et des finalités. Peut-être qu'on est entré dans une époque et que le confinement nous a renvoyé ça en image où les procédures ont pris le pas en fait sur les finalités et sur pourquoi on fait les choses. Et du coup, voilà, ça me semble intéressant de re-questionner ça. Je sais pas si c'est la question du bonheur qui est à l'issue, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est très individuel. Chacun d'entre nous peut ou a à répondre à cette question-là pour soi-même. Mais en tout cas, à un niveau collectif, si on parle des organisations, peut-être sortir un peu, et c'est ce qu'on a fait là, différemment. On a remis la tête dans le guidon différemment, mais en tout cas, ça nous a fait un peu sortir de nos habitudes. Et donc, ça nous a fait de fait sortir la tête du guidon et interroger les finalités. Pourquoi est-ce qu'on met en place ces procédures? Et donc ça, c'est une manière de remettre du sens. Évidemment, ça confronte les entreprises. Hein. Il y a quelque chose aussi autour des entreprises à mission qui est en train de se développer. Et donc, on verra dans les prochains mois, les prochaines années, ce qu'il en ressortira. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Très bien. Une deuxième question et puis je vous propose de passer à la conclusion. Merci à nouveau à tous pour vos questions. Mickaël, une deuxième question. Effectivement, il y a une question qui avait été posée qui est que on a vu que effectivement le travail à distance imposé par le télétravail avait finalement bien sûr engendré quelques difficultés, mais avait aussi permis de libérer du temps et de proposer des espaces un peu différents. Il y a une question qui est posée sur la dynamique collective, puisque demain, on va certainement se retrouver à devoir institutionnaliser un peu plus cette pratique. Mais comment, j'allais dire, une fois que la période se sera potentiellement stabilisée, comment maintenir une dynamique collective, comment maintenir un vrai lien collectif avec cette distance, sachant que Claude, vous parliez tout à l'heure des projets qui fonctionnaient à long terme, mais la relation entre des collègues sur un projet et des collègues dans une même équipe n'étant pas la même,
comment trouver des leviers pour justement permettre ce lien et permettre cette dynamique. Yannick, vous avez des éléments de réponse là-dessus? Non, je pense que c'est la vraie question que se pose l'ensemble des dirigeants des entreprises à l'issue de cette crise. C'est qu'effectivement, si je devais peut-être un peu caricaturer, nous étions dans un monde processé. Les entreprises aiment bien, surtout les grandes entreprises, on aime bien processer, organiser, définir, voilà. Et ces mondes processés annihilent un peu la créativité et l'autonomie. Et là, on a, pour reprendre un mot qu'a utilisé Claude, on a eu un formidable effet disruptif. On s'aperçoit que dans cet effet disruptif, il y a une capacité à se réorganiser, à travailler ensemble différemment, à trouver de nouveaux sujets, de nouvelles méthodes. Et je dirais que la distance, ça a aussi un avantage, c'est qu'on cherche peut-être un petit peu plus à comprendre ce que fait l'autre. Et effectivement, je me souviens de quelques visios où tout d'un coup, on entendait des choses. Ah, tu fais ça, toi? Ah, mais je ne savais pas. Effectivement, voilà, je pense qu'on a une opportunité pour inventer des choses telles qu'on l'a dit aujourd'hui. Si je peux me permettre, Yannick, quand on a préparé ce webinaire, vous avez évoqué le fait que vous étiez en train de renégocier votre accord télétravail. Oui. Et que finalement, vous alliez imposer un jour de présentiel. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je reste persuadé qu'il faut des moments spéciaux, ce que j'appelle les rituels. Alors j'ai entendu ce qu'a dit Ida quand elle dit effectivement on peut inventer ce type de rituel, y compris dans des situations de distance comme ça. Alors peut-être que je suis peut-être plus trop partie de la jeune génération. Je les ai pas sentis, franchement, mais on était en période de crise et comme on l'a dit au début, 5 jours sur 7 de télétravail, ce sera pas la même chose que 2 ou 3 jours de télétravail après. Mais effectivement, je pense qu'il y a des tas de trucs à inventer. Alors, c'est pas nous qui allons l'inventer. Moi, je reste persuadé que les salariés vont nous guider dans cette réflexion qu'on a sur l'expérience collaborateur et donc comment on va pouvoir mettre en place ces choses pour que les entreprises retrouvent un sens collectif. Et tout ça, c'est vraiment des questions qui sont très, très vastes. Très bien. Merci Yannick. Claude, vous voulez ajouter quelques mots? Juste un mot. Il faudra vraiment écouter nos collaboratrices et nos collaborateurs. Ça, sinon, on va passer à côté d'une opportunité significative et reproduire des modèles et on va se faire jeter, quoi. Voilà. Alors, on est à 2 minutes de la fin de ce webinaire. Je vais vous demander à chacun un mot, mais vraiment un mot, hein, pour conclure ce que vous retenez en un seul mot. Honneur aux dames. Pour rebondir sur ce que vient de dire Claude, je dirais co-développement, se développer ensemble et en effet, il y a quelque chose à faire. Un mot. Pardon. Allez, Yannick, partage. Claude, partage. Yannick? Un mot, ça ne va pas le faire. Alors, je vais en dire 2 si vous voulez bien. Magique et instructif. Très bien. Merci à tous pour ces échanges riches et divers. On pourrait continuer à en parler encore des heures. Ce qu'on peut retenir de cette après expérience particulière qu'on a vécue avec un télétravail à grande échelle, on s'était jamais retrouvé dans cette situation auparavant. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que on peut être d'accord, pas d'accord, on peut avoir des visions différentes. En revanche, on est tous d'accord pour dire que le rapport au travail est en train de changer et qu'effectivement, on évoque un avenir où le monde de travail à distance, vous l'avez évoqué les uns et les autres, continue à se développer et va se développer en impliquant des nouvelles pratiques, qu'elles soient managériales, qu'elles soient aussi simplement des manières de travailler ensemble, et où le sens au travail et à l'engagement prend une place considérable et modifiant de manière importante l'expérience collaborateur. Donc ces notions, elles sont primordiales pour construire le monde de demain. C'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire ce webinaire, pour réfléchir collectivement à ce sujet, parce qu'on pense aussi, et on en est, je pense, tous conscients, c'est que ce confinement va laisser des traces et qu'elle va pousser les entreprises, tout le monde finalement, à appréhender le bien-être et la qualité de vie au travail de manière différente.
Et donc, au-delà des changements de discours, hein, on entend beaucoup de discours autour du bien-être au travail et de la qualité de vie au travail, mais qu'on est face à des organisations qui sont de plus en plus conscientes de l'importance de ces enjeux et de la nécessité de repenser les manières de travailler. Donc, merci à tous. On sait que ces sujets vont prendre une place considérable dans les prochains mois, notamment dans le contexte économique. Dans une des questions, quelqu'un parlait de stratégie défensive, mais oui, on a un contexte aussi économique particulier qui va reposer les questions aussi à l'aune des enjeux de performance. Merci à tous. Je vous remercie chaleureusement les uns et les autres pour avoir partagé vos éclairages et vos expériences. À tous les participants, merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous reviendrons vers vous dans les prochains jours avec une synthèse de ce webinaire, ainsi qu'un replay pour ceux qui n'auraient pas pu y participer ou qui voudraient réécouter ce webinaire. En attendant, je vous invite également à aller sur notre blog RH, le blog RH de Webstone, dans lequel vous allez pouvoir trouver de nombreuses publications sur le sujet. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci Sabrina, merci aux équipes. Merci. Merci, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.